Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va encore attendre 5 petites minutes que le maximum de gens inscrits puissent arriver. Ah. De fond un petit peu, je ne sais pas chez qui c'est. De toute façon, on va fermer nos micros Oui. et on laissera ouvert que pour les personnes qui parlent. On va attendre encore 2 petites minutes. Alors, je pense qu'on peut démarrer peut-être, Dominique, non? Oui, j'allais dire, il est 5, c'est bon, on va démarrer. Allez. Alors, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans ce webinaire sur le rendu des objectifs pour notre programme Open 2. Alors, une petite, la session est enregistrée, donc voilà. Vous, comme spécifié, vous pouvez effectivement poser les questions dans le chat, ou même poser la main afin qu'on vous donne la parole en direct, comme ça des fois c'est plus fluide. Hein. Là, d'emblée, on vous met les prochaines sessions. Donc le 26 mars, le webinaire traitera de tous les objectifs qui touchent au DMP, c'est-à-dire le P1, O2, O3, O4, O5 et O6. Donc, c'est-à-dire l'aide de liaison, ordonnance de sortie, CRO, consultation, biologie, imagerie. Aujourd'hui, donc,
effectivement, on va traiter de l'INS et de la MSS. Le 23 avril, il y aura un autre 23 avril, 28 mai, 18 juin. Et en fait, en fonction des problématiques qui vont ressortir, on fera des webinaires à thème, selon que certains objectifs posent plus de problèmes à certains. Voilà. Alors, les intervenants pour le grade, vous avez le docteur Manuela Oliver, référent régional d'Identito, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus. Célia Lagarde, qui est chef de projet MSS. Mais pour la RS-PACA, moi-même, Dominique Cordelalais, et Stéphanie Boschetti, directrice de projet numérique. Donc là, comme vu, on fera les 3 objectifs et on va d'abord faire un rapide tour de table sur Open2 et après sur les dernières nouveautés sur la déclaration des indicateurs. Alors, concernant Open2, on fait un petit rappel sur le calendrier. Effectivement, le programme s'est ouvert le 25 juillet pour les phases de candidature, pour se terminer au 4 octobre, sachant qu'au niveau des ARS, nous on avait jusqu'à 8 novembre pour finir d'instruire les dossiers. Pour ce qui est donc de ce qui nous concerne aujourd'hui, les rendus d'objectifs, la première période de mesure commence au 1er décembre et la dernière période, c'est le mois de juillet. Ce sont toujours des mois civils, hein. Ça sera toujours du 1er au 30, enfin au dernier jour d'un mois. Voilà. Il n'y a pas de période de mesure qui soit à cheval sur 2 mois. Voilà. Les objectifs, donc là on rappelle un petit peu chaque objectif. Là, donc il y aura la qualification de l'INS pour aujourd'hui. Et puis le 7 et 8, c'est échanger les documents de santé par MSS pro et citoyenne. Les 5, donc comme prévenu, ça sera, je l'ai dit, ils seront traités donc lors du prochain webinaire. Ils concernent l'envoi au DMP. Alors, un petit mot sur les conventions et sur les financements. Donc, ce programme, au niveau du financement de l'amorçage, la DNS a réparti ça sous forme de 2 vecteurs, un sous forme de HAC et un autre sous forme de FMIS. La partie HAC a déjà été déléguée en C3 2024. Par contre, la C3 2024 FMIS, eu égard à la problématique du budget qui avait été refusé, n'est parue que dernièrement. Donc, certains établissements ont déjà touché une avance, de l'amorçage, d'autres n'ont pas encore. Voilà. Pour le conventionnement, et qui va permettre d'aller toucher le FMIS, eh bien, entre autres pour ceux qui ne l'ont pas encore touché, mais de toute façon, quel que soit le vecteur, le conventionnement, dès qu'on aura la publication, dès que la dernière circulaire FMIS sera en ligne et que nous aurons une meilleure idée s'il y a une instruction rectificative, nous pourrons conventionner avec les établissements. Donc, le financement arrivera, pour le FMIS, arrivera encore après. Alors, au niveau du rendu des indicateurs, alors une petite... on a la plateforme de dépôt devrait être aux ISV3, mais on est encore en train de consolider ça parce que vu les problématiques qu'on a eues au moment du dépôt des candidatures, on veut s'assurer qu'elle va bien tenir la charge et que voilà, qu'on ne sera pas obligé de faire du mode dégradé immédiatement. Donc on est en train de vérifier que ça tienne bien la charge avant de valider cette plateforme de dépôt. Une autre chose, c'est que vous voyez là dans la dernière colonne les éléments justificatifs à transmettre à l'ARS pour l'épreuve. Il y a en première ligne toujours une matrice de réponse.
C'est un document désormais que vous trouverez sur le site, on va vous en parler, et par lequel il est à l'instar en fait du programme Open. C'est un fichier Excel sur lequel vous venez indiquer les taux qui sont concernés pour chaque objectif. Ça n'empêche pas, effectivement, à chaque fois, on va avoir besoin d'avoir un autre document qui va détailler les modalités de calcul, c'est-à-dire que dans le fichier Excel, vous allez nous fournir les chiffres, mais dans un autre document, vous allez nous expliquer effectivement votre démarche pour obtenir ces chiffres. Voilà. Et comme pour Sun, hein, on a pour les documents, tout ce qui est DMP et MSS, dès lors que vous envoyez des documents, il nous faudra un modèle anonymisé du document en question, sauf bien sûr pour l'ordonnance de sortie. Voilà. Dans tous les cas, que ce soit des documents qui contiennent des listes de patients, des listes de preuves ou de quoi, les lettres, les exemples, ils doivent tous être anonymisés. Nous n'avons pas à avoir de nom de patient dans les documents que nous recevons. C'est très important. Voilà. Alors, je prends Dominique. Donc, on voulait vous faire un point sur la conformité de l'identité présente sur les documents. Vous savez qu'il y a une nouvelle version du RNIV qui est parue le 13 décembre dernier, rendue opposable par un arrêté du 12 décembre. Et dans cette nouvelle version, il y a une nouvelle exigence qui est l'exigence pratique professionnelle 21 qui détaille de façon extrêmement précise les traits qui sont attendus sur la première page et sur les pages suivantes. Alors, la première page ou la page de garde, s'il y en a qui utilisent une page de garde qui est rajoutée sur le document. Donc, on attend vraiment l'ensemble de ces traits qui sont obligatoires. Et là, j'attire votre attention parce qu'il y a un changement par rapport à ce qui était demandé dans la première version du RNIV. Et dans le cadre du programme Open 2, on attend la conformité au RNIV V2, donc au document réglementairement opposable. Concernant le data matrix, ce qui est attendu, évidemment, c'est la nouvelle version du data matrix qui comporte ici, alors c'est petit, mais INS à scanner. Cependant, il y a un certain nombre d'éditeurs qui ont pris du retard dans la mise à disposition de ce nouveau data matrix, et ce qui fait qu'il n'était pas question de pénaliser les établissements pour quelque chose sur lequel ils n'ont pas la main, et donc l'ancien data matrix sera accepté. Ce qui est présenté là, c'est un exemple de cartouche. Vous n'êtes pas obligé de mettre un cartouche tel que celui-ci sur votre document. Par contre, il faut que les traits soient présents, l'ensemble des traits, et qu'ils soient clairement identifiés. Donc, nom de naissance d'Arc, non utilisé Louis. Si on a Louis, entre parenthèses, né d'Arc, né, ça identifie bien le nom de naissance, c'est conforme également. Voilà là-dessus. Regarde si. Des questions. Alors, je vois qu'il y a écrit le diapo, les diapos sont illisibles. Je suis désolée parce que c'est vraiment en plein écran, mais dans tous les cas, vous aurez le support. Alors, du coup, j'enchaîne sur P1O1, développer la qualification de l'INS. Donc, la définition de l'indicateur de l'objectif, c'est taux de patient unique de la file active qui dispose d'une INS en dehors des patients dont l'identité est douteuse ou fictive et dont l'identité nationale de santé a été qualifiée. Donc, les patients à inclure, ce sont tous les patients qui étaient présents pendant la période de mesure. Ce n'est pas la même chose que pour les séjours, où on dit si un séjour n'est pas terminé, on ne l'inclut pas, pour P1O2 par exemple. Là, le patient est présent pendant la période de mesure, qu'il soit venu pour une consultation, qu'il soit hospitalisé, qu'il soit venu pour un acte externe, il faut le compter. Et pour calculer le taux de qualification,
il faut bien penser à enlever du dénominateur les patients qui sont non éligibles, donc ceux qui n'ont pas d'INS parce qu'ils ne sont pas nés en France, ce sont des touristes qui sont venus en France, ou ceux qui bénéficient de l'aide médicale d'État mais qui ont été inscrits avant 2022 et donc qui ont un numéro de sécurité sociale qui commence par autre chose que 1 ou 2, parce que ceux-là n'ont pas d'INS. Les nouveau-nés, évidemment, hein, qui n'ont pas d'INS à la naissance pour les établissements qui disposent d'une maternité. On exclut également les identités douteuses et les identités fictives. Alors, malheureusement, il y a un certain nombre de logiciels qui ne permettent pas de gérer les attributs de l'identité, puisque dans la version 1 du Ségur, hein, le premier dispositif SONS, la gestion des attributs de l'identité était une recommandation, système d'information, et pas une exigence, et il y a quelques éditeurs qui n'ont pas mis en œuvre cette gestion des attributs. Dans ces cas-là, pour les établissements concernés, il faut essayer de trouver une solution de contournement pour repérer ces identités pour lesquelles que vous allez laisser au statut provisoire et pour lesquelles vous n'allez pas appeler le téléservice parce que ce sont des identités fictives ou vous avez un doute sur l'identité déclinée par l'usager. Un champ commentaire, un champ que vous n'utilisez pas dans votre SI et qui est requêtable par votre infocentre. Donc, ce n'est pas très pratique, j'en conviens tout à fait, mais ça vaut le coup quand même de bien calculer votre indicateur et doter ces patients non éligibles du dénominateur. Après, il y a le sujet des INS non qualifiables, des identités non qualifiables, qui représentent en règle générale 2% des identités. Alors, qu'est-ce que c'est une identité non qualifiable? C'est une identité pour laquelle le téléservice ne nous renvoie pas de réponse, soit il répond aucune identité trouvée, soit il répond plusieurs identités trouvées, et vous n'y arrivez pas malgré la mise en œuvre des solutions de contournement préconisées, des contrôles par votre cellule opérationnelle d'identitovigilance. Il y a un certain nombre d'identités qu'on ne peut jamais récupérer, malheureusement. Et c'est également les identités pour lesquelles vous avez bien un retour du téléservice INSI, mais pour lesquelles il existe une discordance sur le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance ou le sexe, et pour lequel la version 2 du RNIV vous interdit la qualification. Il y a une nouvelle exigence, pratique professionnelle 20, qui interdit la récupération et la qualification de l'INS dans ces cas-là. Donc, l'un dans l'autre, ça représente pour la majorité des établissements 2% des identités, donc 2% des patients. Il a été tenu compte de ces 2% dans la définition de l'objectif, donc des 80%. Donc, pour tous les établissements dont le taux d'identité non qualifiable est inférieur ou égal à 2%, vous n'avez pas à renseigner le taux dans la matrice de rendu des résultats qu'on va vous montrer. Par contre, si vous étiez un établissement particulier, avec une patientèle particulière, beaucoup de sujets âgés, beaucoup de sujets nés à l'étranger chez lesquels on trouve beaucoup plus d'anomalies, et que votre taux était supérieur à 2%, à ce moment-là, vous renseignez le taux, on va vous montrer dans le fichier de suivi, mais par contre, il faudra le justifier, ce taux. Il faudra fournir la liste des IPP, alors pas des identités, des IPP, en expliquant à chaque fois le motif de non-qualification. Je n'ai pas pu qualifier parce qu'il y a une discordance sur le nom de naissance, je n'ai pas pu qualifier parce que le téléservice me répond plusieurs identités trouvées et vraiment, je ne m'en sors pas. Et il faudra donc justifier ce taux. Alors, je passe sur la matrice. Normalement, ça va marcher. Je vais vous montrer, ça arrive ici, la matrice de rendu, et je vais rendre la parole à Dominique qui va vous expliquer tout ça. Alors, je vais essayer de grossir, vous y verrez peut-être un peu mieux, Toupie, je mets très gros en espérant que vous y voyez. Et Dominique, je te laisse la parole, je suis ta main simplement. D'accord, très bien. Voilà, alors donc, on a essayé de fournir un outil pour le rendu des cibles de manière à ce que ça soit plus facile pour tous et aussi bien pour vous pour répondre que pour nous pour instruire. Donc, toutes les cellules grisées sont des cellules à renseigner, donc votre nom d'établissement ainsi que votre finesse.
Vous avez la période de mesure. Alors là, ici, la cible est à 80 et pour tout le monde. La période de mesure qui se présente sous forme d'une liste déroulante. Voilà, comme je vous avais dit, ce sont des mois civils. Le numérateur, donc effectivement, qu'il faudra remplir. Le nombre de patients différents, voilà, venus. Le nombre de patients ensuite dans le dénominateur, vous allez dire, voilà, combien il y en a pendant la période. Donc là, dans le numérateur, c'est ceux que vous avez qualifiés. Ça, c'est ceux voilà, qui étaient le nombre total de patients. Et à fur et à mesure, vous allez renseigner toutes les exceptions que vous a données à l'instant Manuela. Donc, les patients étrangers, les patients étrangers dont le numéro de sécu commence par autre chose que 1 ou 2, et sinon les nouveau-nés en maternité sur la période. Voilà. Donc, ces chiffres-là, ils ne disposent pas d'INS, ils vont venir diminuer, impacter le dénominateur. Là, vous allez aussi rajouter le nombre de patients qui ont des attributs fictifs ou douteuses. Et effectivement, dans cette case en dessous, taux de patient dont l'INS n'est pas qualifiable, par défaut, il est à 2%. Donc si le vôtre est supérieur, ici vous allez mettre 5 ou 3, enfin voilà. Mais par contre, voilà, immédiatement, vous voyez, il faudra présenter les éléments de contexte justifiant de ce taux. Voilà, très important. Donc voilà, tiens, par exemple, est-ce que tu peux mettre 50 dans ton numérateur, s'il te plaît? Comme ça, on verra à quoi ressemble. Voilà, inférieur à la cible. Et si c'est bon, ça vous dit que vous êtes le chiffre, votre taux est supérieur à la cible, mais qu'il sera validé sous réserve de la présentation des autres justificatifs. Donc voilà pour le P1O1. Je ferme. Et on revient sur notre diaporama. Alors, pour les établissements qui ont des services d'urgence, on sait que c'est souvent plus compliqué de qualifier l'INS et en tout cas d'atteindre un bon taux de qualification quand on a un service d'urgence et un gros service d'urgence. Et si ces établissements doutent d'atteindre la cible de 80%, il leur est demandé de renseigner mois par mois leur taux de qualification sur la file active de l'établissement entier. Vous voyez, c'est là, taux de qualification, hors urgence, taux de qualification hors urgence, c'est ça. Donc, sur tout l'établissement, sans prendre les patients qui sont venus aux urgences, ici. Le taux de qualification de la file active des patients qui sont venus aux urgences. Donc, on prend les patients qui sont venus aux urgences et on les considère comme faisant partie de la file active urgence. Et même si 3 jours après, ils sont venus en consultation d'ophtalmo, faire un bilan biologique ou de l'imagerie, comme ils sont venus aux urgences, ils rentrent dans la file active des urgences. Et ils rentreront aussi, d'ailleurs, dans les taux de qualification hors urgence. Et donc, mois par mois, il faut renseigner ces taux, jusqu'à votre mois, évidemment, de rendu de l'objectif. Et si vous n'atteignez pas la cible de 80%, alors il va falloir rendre ce document et il y aura une commission nationale qui comportera la DNS, la délégation du numérique en santé, et toutes les ARS, qui aura lieu pendant la période finale pour arbitrer les cas de ces établissements. Et ce qui est attendu, et je laisserai éventuellement Dominique compléter, c'est qu'on voit une progression de ce taux de qualification et ces établissements devront également décrire toutes les mesures qu'ils ont mis en œuvre afin d'améliorer ce taux de qualification. Ils ont fait des flyers qu'ils ont distribués aux urgences. Ils ont chargé les secrétaires des services de récupérer des pièces d'identité des patients qui sont rentrés en hospitalisation non programmée. Ils ont fait de la formation, ils ont fait de la sensibilisation aux patients, etc., etc. Tout ça, ça comptera. Il faut que l'établissement montre qu'il met en œuvre des actions pour améliorer ce taux de qualification.
Tu veux compléter, Dominique, ou... Non, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment l'idée était effectivement de faire en sorte le national est resté campé sur le fait qu'on voulait 80% de taux de qualification, mais pour autant, il est certain que c'est très compliqué pour les établissements qui ont un gros service d'urgence, parce qu'effectivement, c'est voilà. Mais effectivement, hein, ce qu'on leur demande, c'est vraiment de se mettre en ordre de marche et pour qualifier, qu'ils le fassent en back office ou qu'ils mettent un peu plus de monde en front office pour essayer d'augmenter le taux, comment dire, plancher d'identité qualifiée, parce que dès lors que plus vous en avez, moins vous galérez à venir, hein, c'est de toute façon une vérité. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, et surtout, vraiment l'important, c'est que le taux ne fléchisse surtout pas, quoi. Qu'on voit qu'il y a vraiment une amélioration. Effectivement, ça sera jamais le même taux puisque c'est pas les mêmes patients d'une fois sur l'autre, mais le but c'est vraiment que le taux ne fasse que s'améliorer. Voilà, progression. On a une question dans la conversation. Oui. Un patient avec plusieurs venues est-il compté plusieurs fois? Par exemple, il est venu une fois aux urgences et une fois en imagerie. Ben oui, il sera compté une fois dans la file active urgence et une fois dans la file active hors urgence. C'est-à-dire que les files actives par service, en s'additionnant, elles ne donnent pas la file active établissement. Elles sont forcément supérieures. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces patients qui viennent plusieurs fois, il contribue à faire monter le taux de qualification aux urgences. Le patient est venu aux urgences, il n'avait pas sa pièce d'identité, donc on n'a pas appelé le téléservice INSI, on n'a pas qualifié son INS. 3 jours après, il vient en consultation post-urgence en orthopédie, par exemple, et là, on l'a bien sensibilisé, on lui a donné le flyer, il présente sa pièce d'identité, et donc, à l'occasion de cette autre venue, il va être qualifié. Mais quand vous allez calculer votre taux de qualification mensuel, il va compter en INS qualifié à la fois pour les urgences et pour l'établissement. Donc, c'est plutôt intéressant. Cette façon de calculer, elle est de nature à favoriser les établissements avec urgence, forcément s'ils ont des patients qui reviennent, hein, bien sûr. Alors, très rapidement, et si vous voulez plus d'informations là-dessus, j'organise, vous aurez les dates après, des webinaires vraiment dédiés sur l'INS, les cas complexes, augmenter son taux de qualification. Donc, on ne voulait pas perdre trop de temps là-dessus. Ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que votre taux d'INS qualifié, il va dépendre du moment où vous faites votre mesure. Je vous ai mis là un petit exemple. Si je mesure le premier du mois, le mois précédent, j'ai 5 patients qui sont venus, 2 avec pièce d'identité, 3 sans pièce d'identité, donc j'ai un taux de qualification de 40%. Si je mesure le 31 du mois suivant et que j'ai la chance d'avoir 2 patients qui étaient déjà venus dans le mois précédent, qui reviennent avec une pièce d'identité, comme on raisonne en IPP, on raisonne en patient et pas en séjour, ces deux identités, c'est les identités de ces 2 patients qui ont été qualifiées au cours du mois suivant, elles seront comptées comme qualifiées dans le mois précédent, puisqu'on raisonne en IPP. Voilà. Donc, pour en terminer sur l'INS, il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre, hein, pour améliorer son taux de qualification. Et tout ça, si jamais vous n'atteignez pas les 80%, vous pourrez vraiment, dans votre document justificatif pour l'ARS, indiquer ce que vous avez fait. J'ai fait des sessions de formation de mes admissionnistes, j'ai formé 80% des admissionnistes, j'ai distribué le flyer, j'ai un rappel sur mon mail, etc., etc. Il faudra justifier aussi que vous avez bien dimensionné une cellule opérationnelle d'identito-vigilance en back-office de façon à traiter ces cas complexes, à reprendre en back-office les identités des patients admis en heure de permanence des soins, par exemple, etc. Les 2 webinaires dont je vous parlais, où on reparlera du focus P1O1, c'est le webinaire donc, qui s'appelle M31, traiter les anomalies et les cas complexes de qualification. C'est le 11 mars et vous aurez sur le support les liens d'inscription.
Et le 27 mars, une session questions-réponses INS, et dans laquelle c'est vraiment une session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions sur P1O1, vous n'hésitez pas, vous venez, vous posez les questions et on y répond. Et je laisse la parole maintenant. Alors, il y a une question, Dominique. Où trouve-t-on les fichiers à remplir? Ils sont sur le site du ministère. Tout à fait. On va la voir dans les ressources utiles tout à l'heure. C'est sur le site, sur la page Open 2. Il faudra bien, voilà, Stéphanie Boschetti vous répond dans le chat. Comment dire? Très important. Comment dire? Alors, ils seront normalement disponibles sur la plateforme au moment voilà, si vous voulez vous poser la question pour le rendu des cibles. Bien prendre sur la page Open 2, il faut bien prendre sur la droite de la fenêtre le paragraphe qui s'appelle Documents, parce que dans le corps du texte, il y a encore des liens vers les anciens documents qui traînent. Donc le nouveau guide des indicateurs s'appelle version février 2025. Et les fichiers à remplir voilà, se trouvent pareil à droite. Justification des objectifs. Alors, Manuela, tu as des questions quand même dans le chat. Moi? Alors, attends. Attends, je te lis. Tu as un patient avec plusieurs venues. Est-il compté plusieurs fois? Exemple de la file active des urgences et de l'établissement. Celui-là, j'ai répondu ça, celle-là. Et après, tu as Monsieur Fouché. Bonjour, peut-on avoir des dates de dépôt et preuves différentes par établissement? Oui. Ah, ça, c'est peut-être plus pour l'ARS. Pour Dominique, ça, oui. Et Dominique et Stéphanie. Oui, alors, Stéphanie, tu veux répondre? Je ne sais pas. Tout à fait. Il y a une date. Vous pouvez avoir autant de plages de mois d'observance que vous avez d'objectifs. Vous pouvez bien avoir, y compris pour ce qui concerne le P1O2, c'est-à-dire l'aide de liaison, ordonnance de sortie. Vous n'êtes pas non plus obligé. Les deux objectifs sont insécables, mais leurs mois d'observance peuvent être différents. C'est-à-dire que vous êtes bien obligé de répondre. Voilà. Donc, pour tous les objectifs, quel que soit, vous n'êtes pas obligé de vous aligner un mois pour répondre pour tous vos objectifs, que ce soit par établissement ou par GHT. Hein. Vraiment, voilà. C'est vrai pour tous. Allez, je prends la main. Du coup, on va parler maintenant de l'objectif P1 au 7, donc sur les usages de la MSS professionnelle. Donc évidemment, cet objectif, il vise à soutenir le développement des échanges des documents de santé entre les professionnels. Donc pour cet objectif-là, l'indicateur, c'est le taux de patients pour lesquels au moins un document de santé a été transmis à un correspondant de santé via MS Santé professionnelle. Donc en numérateur, vous avez le nombre de patients uniques pour lesquels au moins un document de santé au format CDA a été transmis en correspondant de santé via MS Santé professionnelle. On va parler tout à l'heure du format CDA. Et en dénominateur, vous avez le nombre de patients uniques pris en charge dans le mois hors passage, donc consultation. Hors passage urgence. Quel que soit le statut de l'identité. Alors, évidemment, idéalement, il faut que vous puissiez qualifier l'INS pour échanger entre professionnels de santé. Ceci dit, le dénominateur sera tout de même pris en compte, en tout cas, si vous ne qualifiez pas l'INS pour envoyer votre mail. Oui, je complète, Célia, tout simplement parce que on a le droit d'échanger entre professionnels de santé par MSS Pro, quel que soit le statut d'identité. On peut envoyer un document pour une identité au statut provisoire ou validé à un autre professionnel. Tout de même, alors un petit point d'attention, l'ensemble des boîtes aux lettres utilisées par l'établissement doivent être attachées à l'établissement aux finesses géographiques ou éventuellement juridiques dans le cas des établissements sanitaires publics.
Vérifiez bien les paramètres de vos boîtes aux lettres. Nous, on voit régulièrement des erreurs là-dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le paramètre des boîtes aux lettres MS Santé, rapprochez-vous de votre opérateur MSS et demandez-lui effectivement de vous dire quel est le finesse qui est enregistré sur le paramètre de votre boîte aux lettres. Et ça, c'est assez important puisque, évidemment, vous devez le rattacher au finesse géographique. Évidemment, alors, on vous a mis également que l'indicateur sera pondéré par le taux départemental d'équipement MS Santé des médecins libéraux. Donc, vous allez voir sur la matrice P1 au 7, ça a été pris en charge, effectivement, en fonction, alors je laisse Manuela l'ouvrir, en fonction du département dans lequel vous êtes. Voilà. Alors, on n'y voit pas beaucoup. Je vais grossir. Voilà. Et là, on voit si, par exemple, je suis dans les Alpes de Haute-Provence. On a automatiquement le taux de pondération de 73%. Alors, je vais juste rajouter un petit point sur cet élément. C'est effectivement, selon les départements, le fait que le taux d'équipement soit moindre, là on est à 73% dans les Alpes de Haute-Provence, mais alors qu'on va être à 89 ou 94% des fois sur certains départements. Donc effectivement, ça impacte les établissements qui peuvent moins avoir un taux qui sera effectivement bon, puisqu'ils ont moins de correspondants à qui ils peuvent en envoyer. D'où le principe de pondération. Donc, dans cette fiche que vous allez remplir, les deux choses importantes à remplir, c'est donc votre département pour le taux de pondération, et si vos cibles sont atteintes, SUN, ES, ou si vous avez atteint les cibles SUN, ES ou pas. En fonction, ça vous donnera le taux, effectivement, sur lequel on va se baser pour calculer l'atteinte de l'objectif. Voilà. Puisqu'on est à 50 sur le P1 au 7 et 70 sur le 70. À mon avis, ça doit être 65. Il faut vérifier, donc, de fait. C'est voilà. 70% effectivement sur les cibles SUN ES et sur les autres, ça sera 50%. C'est ça, voilà. Donc, comme l'autre, période de liste, là, votre numérateur et votre dénominateur. Là, le rendu est beaucoup plus simple. Oula. J'ai été dur. Voilà. Alors, on vous a mis exprès dans la colonne E, on vous a donné votre taux brut sans pondération. Donc, ce qui fait que, par exemple, vous auriez ici, vous voyez, du fait qu'il est pondéré, même avec 70% de cible, vous l'atteignez. Alors que s'il n'avait pas été pondéré, vous étiez en dessous des cibles. Ça permet aux établissements, effectivement, c'est plus facile pour eux parce que ça correspond plus finalement à la vraie vie. S'il n'y a pas de personnes à qui l'envoyer, voilà, c'est plus gênant pour le taux d'envoi pour votre établissement. Voilà pour cette matrice. Merci. Du coup, tout à l'heure, on parlait effectivement pour le numérateur du nombre de patients uniques pour lesquels au moins un document de santé au format CDA a été transmis à un correspondant de santé via MS Santé Professionnelle. Donc là, vous avez un rappel des formats des documents de santé. Alors, ça vaut pour les documents de santé qui doivent être transmis au DMP et également par MSS avec un format spécifique. Donc, vous avez le CDA R2N1 ou le CDA R2N3. Donc, les exemples ci-dessous. Donc, vous avez le document CDA R2N1 qui va être demandé pour les lettres de liaison à la sortie d'un établissement de soins, les ordonnances de sortie, les CR opératoires, les CR aux fiches de consultation de visite et les CR d'imagerie médicale. Et pour le CDA R2N3, ça va être uniquement pour le CR d'examen biologie. Ceci dit, pour ces CR-là, pour le CR d'examen biologie,
le CDA R2N1 est également accepté. Mais évidemment, l'objectif est à terme de pouvoir le mettre au CDA R2N3. Donc ça, c'est pour la partie format des documents de santé. Ensuite, on vous a remis donc, dans la slide d'après, effectivement, les obligations réglementaires. Donc, pour la MSS Pro, les documents que vous devez obligatoirement transmettre. Bon, là, vous avez de nouveau la liste qui est issue de l'arrêté du 26 avril 2022. Avec ce qu'on a expliqué, enfin ce qu'on a listé comme document tout à l'heure, donc compte rendu d'examen de biologie médicale, compte rendu d'examen radio-diagnostic, les prescriptions de produits de santé, les comptes rendus opératoires, les prescriptions d'examen de biologie médicale, les prescriptions d'actes de kinésithérapie, d'actes infirmiers, pédicurie, etc., les demandes d'examen de radiologie et les lettres et courriers adressés à un professionnel de santé. Donc, tout ça, ça doit être transmis par MSS Pro de façon obligatoire. Ensuite, on va passer à l'objectif P1O8, qui là, par contre, va concerner la messagerie citoyenne, puisque effectivement, le P1O8, c'est échanger des messages aux patients via la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé. Alors, juste pour rappel, la messagerie citoyenne, je pense que tout le monde la connaît maintenant, c'est la messagerie de Mon Espace Santé qui permet à l'usager d'échanger et d'être notifié d'événements. Bon, c'est une messagerie sécurisée, facile d'usage, qui permet d'échanger avec son cercle de soins, donc quand on est patient, et effectivement, elle permet d'envoyer et de recevoir des pièces jointes. Pour rappel, l'adresse email du patient, c'est le matricule ins@patient.mssanté.fr. Donc, sur ce matricule-là, comment retrouver l'INS du patient? Le professionnel de santé pourra retrouver l'INS d'un patient dans le dossier patient de son logiciel métier ou faire appel au téléservice INSI si son logiciel le permet, évidemment. Et l'usager peut également obtenir évidemment son adresse sur la page de son profil Mon Espace Santé et pourrait également vous la communiquer. Alors, la messagerie citoyenne, pour rappel, elle permet à l'usager d'échanger avec ses professionnels de santé, mais évidemment, l'usager ne peut pas rentrer en contact avec un professionnel de santé sans qu'il y ait eu un premier échange. Excepté pour les pharmacies où là, par contre, le patient peut rentrer en contact avec une pharmacie sans premier échange. Alors, on va passer à la slide d'après. Merci. Donc, l'usage de la MSS et les cas d'usage. Alors, une expérimentation, elle a été menée au début du programme SONES pour identifier les cas d'usage pertinents de cette messagerie. Donc, on vous a remis là le guide de ces cas d'usage pour la MSS citoyenne. Et donc là, on vous a remis une impression écran justement de cette partie-là. Donc, vous avez plusieurs types d'usage, donc des cas d'usage administratifs, il y a aussi des cas d'usage qualité et il y a des cas d'usage archives DIM. Alors, pour les cas d'usage administratifs, vous avez l'envoi des rappels de rendez-vous, vous avez l'envoi des convocations, l'envoi des consignes préopératoires, l'envoi d'informations générales relatives à la future prise en charge, l'envoi du livret d'accueil de l'établissement et l'envoi des demandes de pièces administratives afin de préparer la préadmission des patients. Pour la partie cas d'usage qualité, vous avez deux exemples, donc l'envoi des liens pour accéder au questionnaire de satisfaction et l'envoi de relance pour répondre au questionnaire e-Satis. Et la dernière partie, là, pour le cas d'usage archive DIM, vous avez le service d'information médicale qui peut envoyer effectivement par la messagerie de Mon Espace Santé et partager dans le DMP les dossiers médicaux demandés par les patients. Donc,
pour passer à la slide d'après, donc tous ces cas d'usage, effectivement, vont vous permettre de visualiser un peu comment atteindre les cibles. Donc, les cibles pour le P1 au 8, c'est toujours les mêmes que pour le P1 au 7. Cible SUNES, c'est 70%. Cible pour les établissements qui n'étaient pas dans le programme SUNES, c'est 50%. Donc, l'indicateur, c'est le taux de patients d'un parcours éligible qui ont reçu un message via la messagerie sécurisée de mon espace santé. On va parler tout à l'heure de qu'est-ce qu'un parcours éligible. Pour les indicateurs, donc le numérateur, c'est le nombre de patients éligibles pour lesquels au moins un message a été envoyé aux patients par MS Santé Citoyenne. Et le dénominateur, c'est le nombre total de patients éligibles. La période d'observation, c'est tous les patients pris en charge dans le mois de mesure, sauf passage aux urgences, séjour hospitalier clôturé dans le mois, plus les consultations du mois. Donc, un parcours éligible, qu'est-ce que c'est ? C'est un parcours de prise en charge pour lequel il est pertinent de communiquer les informations de documents aux patients. Il est défini par l'établissement et doit inclure un nombre significatif de patients au regard du nombre total. Donc, qu'est-ce que c'est un nombre significatif ? C'est un nombre assez conséquent de patients. Si ça représente 1% de vos patients, c'est pas considéré comme un parcours, un nombre significatif, comme un parcours significatif de votre établissement. Et évidemment, ce parcours éligible, il doit être validé par la CME ou la direction de l'établissement. Et pour information, évidemment, l'indicateur, il peut être atteint en mettant en œuvre plusieurs parcours. Alors, je veux juste passer à la slide d'après avant de revenir à la matrice P1 au 8 pour continuer à expliquer. Donc, pour le parcours éligible, donc oui, comme on le disait, le cas des établissements qui ont mis en œuvre l'envoi automatique de documents vers le DMP, la MSSC citoyenne, permet à minima un cas d'usage qualitatif. Les établissements peuvent soumettre à la RSPAK les cas d'usage envisagés en amont des cibles par mail. Donc, vous avez le mail de Madame Ordelallé et de Madame Bocchetti. Bon, ça, je pense qu'on va en parler plutôt directement avec le 8. Donc, je te laisse, Manuela, si tu arrives à l'ouvrir. Alors, oui, je peux. Je vais mettre un peu plus gros. Voilà. Oui, c'est bon, vous voyez. Hein. Donc, c'est le même principe, en fait, hein, Dominique. Oui, c'est ça. Dans le même principe, on va répondre à chaque fois si la cible est atteinte ou pas, pour permettre de calculer le taux cible. Et après, dans le calcul de l'indicateur, on a toujours les mois de mesure. On va avoir le nombre de mesures, le nombre de messages envoyés, le nombre de patients pour lesquels un message a été envoyé et le nombre de patients total éligibles. Voilà, donc là, c'est quand même... voilà, donc là, on est à 67%, on n'est pas... ce qui est important, là, je vais laisser un petit peu Stéphanie rebondir là-dessus, sur les taux de parcours. C'est ça? C'est sur le parcours éligible? Tu dis sur le taux de parcours? Oui, c'est ça. Alors, le parcours éligible, donc dans tous les cas, il faudra prendre aussi en considération donc, un nombre important de patients, hein, donc finalement une prise en charge qui est récurrente ou en tout cas importante dans votre établissement. Donc, un nombre significatif de patients doit être concerné par cela. Donc, on peut calculer aussi cet indicateur si vous avez plusieurs parcours. Hein. Alors, je ne sais pas, vous pouvez décider que c'est, par exemple, si vous avez déjà des parcours un peu type dans vos établissements sur des spécialités type,
Ça peut être, si vous faites beaucoup de cardiologie, donc sur de l'insuffisance cardiaque, ou ça peut être comme ça, par exemple. Mais vous pouvez aussi, cet indicateur-là peut être aussi utilisé avec plusieurs parcours. Donc, on peut le calculer aussi avec plusieurs parcours. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de nous soumettre en fait en amont pour nous soumettre un peu vos parcours pour qu'on voit si on est d'accord avec vous, si on peut considérer ça comme des parcours éligibles pour que vous puissiez calculer votre indicateur. Et c'est pour ça qu'on vous demandait d'aller aussi au-delà de ce qui était obligatoire, parce que si vous finalement basez sur la lettre de liaison, c'est là où on aimerait discuter avec vous de quelque chose qui soit aussi un peu qualitatif, quoi, avec un indicateur un peu sur un parcours avec des documents un peu différents. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait bien, si après vous voyez, ce n'est pas une obligation, mais on vous propose de nous contacter en amont pour voir et pour évaluer avec vous ces parcours éligibles-là. Donc, c'est un parcours qui doit être validé en CME ou par la direction de l'établissement. On a fait aussi l'analogie finalement avec la certification de vos établissements, la certification HAS, où il y a un critère qui parle d'identifier en fait les moments où finalement des messageries non sécurisées sont utilisées. C'est-à-dire que on vous demande de faire une analyse pour voir quand est-ce que les professionnels utilisent des messageries non sécurisées, donc entre professionnels ou vis-à-vis de patients. Et ces cas-là pourraient aussi faire partie des parcours éligibles. Si vous avez fait une analyse de ces parcours, de ces échanges-là non sécurisés, l'objectif étant de les transformer en échanges sécurisés, ça pourrait aussi faire partie de parcours éligibles, quoi. Voilà, il n'y a pas de, je vois qu'il y a une question, il n'y a pas de pourcentage en fait qui est donné. C'est pour ça que ça sera, c'est laissé libre choix aux établissements. Voilà, c'était pour essayer de sortir, l'objectif finalement du national, c'était d'objectif de sortir juste du quantitatif en disant il y a X patients qui ont été contactés. Mais c'est vraiment d'insister sur, on envoie des documents mais de façon pertinente et c'est utile aux patients. Alors, si je peux me permettre, Aurélia Segui nous demande un exemple, par exemple, de parcours. Il y a peut-être, par exemple, si vous faites de la cancérologie, le patient, il a peut-être besoin de vous transmettre un bilan bio pour savoir si ses paramètres biologiques sont suffisants, en particulier sa numération formule, enfin sa NF, là, numération formule, pour pouvoir avoir la cure de chimio suivante, ça pourrait être un parcours. Il vous transmet ça par NSS citoyenne, le médecin, il regarde et il dit c'est bon, vous pouvez venir faire votre cure de chimio, les paramètres sont bons. Ça pourrait être un parcours, par exemple. Voilà. Ça veut dire qu'en amont, effectivement, pour tous les patients qui sont censés venir la semaine d'après en chimio, vous faites un mailing à ces patients-là en leur demandant de transmettre leurs documents, puisqu'effectivement, eux-mêmes ne peuvent que vous répondre. Et à ce moment-là, vous pouvez prévoir, effectivement, ça peut être un des parcours. Il y avait un parcours qui avait été, quand on avait fait les pilotes Mon Espace Santé, il y avait des choses qui avaient été intéressantes sur la transmission des ordonnances post-transfusionnelles par MSS citoyenne, parce qu'effectivement, tous ceux qui ont été transfusés, on est censé faire une surveillance comment dire, des sérologies. Des sérologies, voilà. Merci. Sérologiques à 3 mois, je crois, 1 mois, 3 mois, il me semble. Et à ce titre, ça peut faire un parcours, voilà. Mais après, effectivement, peut-être qu'en ayant fait une analyse de votre circuit et de tout ce qui est en non sécurisé, ça vous donnera un plan d'action avec des idées de nouveaux parcours à créer. Alors, dans ces cas-là, quand on dit significatif, peut-être que ces parcours ne seront pas à eux seuls significatifs, mais à ce moment-là, il faudra
en faire, dans ce cas-là, en cumuler plusieurs de manière à ce que votre nombre de patients éligibles, effectivement, ne soit pas 1% de votre masse de patients venus. Hein. Mais si effectivement votre plan d'action, vous avez plusieurs actions, même si c'est pas beaucoup pour chacun, mais qu'elles sont, elles sont précisément repérées, eh bien, on vous engage justement à multiplier ces usages pour qu'au final, la liste des patients éligibles soit représentative, effectivement, de votre patientèle. Ça peut concerner aussi de la préadmission, hein, si vous faites aussi, et c'est probablement le cas pour certains d'entre vous, beaucoup d'ambulatoires et de chirurgie ambulatoire, par exemple, ça peut être aussi des documents de préadmission, hein, qui sont envoyés en amont aux patients. Et ben voilà, il y avait eu une question qui avait été posée et elle a été reposée finalement dans la conversation par Monsieur Fouché et Dominique y a bien répondu. Voilà. L'envoi du livret d'accueil, un parcours peut, tout à fait, hein, le livret d'accueil, tout à fait, peut faire partie d'un parcours. Ce qu'on avait mis je crois, dans les parcours administratifs, mais sinon vous avez aussi les fameux les questionnaires ISATIS ou voilà. Alors les patients décédés ne sont à exclure des résultats, effectivement. Alors ça, on en reparlera aussi pour le DMP, étant donné que dès lors qu'ils sont décédés, l'espace santé va être amené à disparaître. Vous devez effectivement les exclure du dénominateur. Ça fait partie des patients, effectivement, qu'on va exclure du dénominateur. Alors, pas de la file active, a priori, mais enfin bon, on pourrait les exclure aussi, puisque bon, ils vont sortir quand même du scope. Ouais, les patients décédés sont à exclure parce que potentiellement, on n'a effectivement rien à leur envoyer. Même si on envoie une lettre au médecin traitant pour le prévenir que son patient est décédé. On n'aura pas de DMP. Par contre, pour la messagerie, voilà. Si vous avez l'habitude d'envoyer un courrier au médecin traitant pour prévenir que son patient est décédé, ma foi, vous pouvez les garder en les spécifiant. Par contre, ça sera... oui, mais, pourquoi pas. Si c'est pas automatique, il vaut mieux les exclure. Sachant que, effectivement, en MSS, là, on ne demande pas une typologie de documents comme le DMP, où on demande la lettre de liaison, etc. Simplement, il faudra que votre document que vous enverrez au médecin traitant, par exemple pour les patients décédés, il devra effectivement, malgré tout, avoir data matrix et cartouche. Voilà. Délai maximal. Normalement, la lettre de liaison, elle est due à la sortie du patient. Donc, effectivement, on peut, elle peut être faite 2-3 jours après, hein, puisqu'effectivement, c'est dans la vraie vie. Oui, enfin, voilà. Dans la vraie vie, ça se fait pas dans la minute toujours, hein. Mais normalement, dans les textes, la lettre de sortie, la lettre de liaison de sortie est due à la sortie du patient. Surtout que l'ordonnance, normalement, le patient, il l'a. Donc après, vous l'envoyez, l'ordonnance, c'est pas très grave. Voilà. Si c'est fait dans les quelques jours qui suivent, ça suffit. Ouais. Enfin, c'est acceptable. Et tout comme Sun, en fait, vous savez, on a la première semaine où bon, ça se lisse de toute façon depuis le temps que vous avez
une coupure. Depuis le temps que vous êtes tous maintenant bien engagés dans les programmes et que vous avez déjà avancé, ça se lisse en fait d'un mois sur l'autre parce qu'effectivement un mois peut se terminer en plein milieu d'un week-end et on fait pas, tous les documents vont pas partir immédiatement. Voilà, c'est ça. C'est pour ça. En fait, si les sorties se passent le week-end, des fois, tout le document ne partira qu'en début de semaine suivante et qui peut atterrir sur le mois suivant puisqu'on arrive sur la fin de mois. Donc, mais je dirais que ça se lisse de toute façon d'un mois sur l'autre, donc ça reste à peu près juste. On a encore du temps pour des questions, n'hésitez pas. Hein. Pour information, on peut également ouvrir vos micros si vous avez besoin d'échanger avec nous de façon plus fluide. N'hésitez pas. Anne-Carole, tout à fait. Sur les CRH, alors les CRH, les lettres de liaison, hein, parce que CRH, enfin vous pouvez les envoyer les CRH, mais ils ne comptent pas hein, dans les… Attention. Pour Open2, ce qui est attendu, c'est une lettre de liaison de sortie. Hein. Et les CRO, évidemment, et comme pour les courriers de consultation, comme pour les résultats d'imagerie médicale, etc., il faut effectivement répondre à l'exigence PP20 du RNIV. Donc, il faut le premier prénom, la liste des prénoms, le code géographique officiel du lieu de naissance, le matricule INS, sa nature, le nom de naissance, bien évidemment, le sexe, la date de naissance. Les CRH, ils ne font pas partie de la cible, hein, de l'objectif. Hein. Dans l'objectif P1O2, c'est la lettre de liaison. Donc, il faut que votre document il soit typé lettre de liaison. Pour le 7 et 8 qui nous occupe aujourd'hui, le CRH pourrait être pris en compte. Oui. Puisque, en ce stade, effectivement, pour ce qui concerne la messagerie sécurisée de santé, il n'y a pas de document, on n'a aucune réserve sur ce que vous transmettez aux patients. Dès lors qu'ils respectent le fait d'avoir un cartouche, un INS qualifié, un cartouche, un data matrix, vous pouvez envoyer ce que vous voulez, y compris les CRH. On est bien sur la messagerie sécurisée de santé, hein. Attention. Par contre, dès lors qu'on va être sur le DMP, le CRH n'est pas du tout compté dans les indicateurs. Hein. La LDL n'est pas un CRH. En fait, votre CRH, il doit être, s'il contient les mêmes données que les données attendues pour une lettre de liaison, alors vous devez le typer LDL, même si dans votre tête c'est un CRH, mais pour l'envoi au DMP, il faut qu'il soit typé LDL, sinon vous ne pourrez pas, ça ne sera pas pris en compte dans vos cibles. Et là, vous serez out. On a eu beaucoup de problèmes hein, au début de SONES à cause de ça. Hein. Alors, quand pourrons-nous, parce que pour l'instant, les documents actuels demandés et obligatoires, comme vous l'a montré tout à l'heure l'arrêté sur le Code de la santé publique, ce sont les documents qu'on a montrés. Donc, les comptes rendus d'accouchement, les documents pharmaceutiques, rien ne vous empêche de les envoyer par messagerie sécurisée. Vous pouvez effectivement, mais justement, par exemple, pour vos documents pharmaceutiques, pour faire les conciliations médicamenteuses ou des choses comme ça, ça peut être un parcours fort intéressant. Les CR d'accouchement par MSS, tout est possible. Par contre, pour aujourd'hui le DMP, on n'en est pas là. Parce que c'est pas encore réglementaire et que déjà, il faut qu'on arrive à ce que tout le monde se mette en ordre de démarche sur les documents réglementaires.
Alors, pour les objectifs 7 et 8, parce que le 1 pour l'instant n'a jamais existé. Si notre établissement n'avait candidaté mais qui n'a pas atteint la cible 7 ou 8, vous mettez que vous n'avez pas atteint la cible. Et donc, vous aurez une cible minorée, c'est-à-dire que vous serez à 50%. Ceux qui n'ont pas candidaté à Sun ou ceux qui n'ont pas atteint la cible, vous mettez non. Ce qui vous fait une cible à 50%. C'est moi qui j'ai répondu. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Juste pour compléter ce que Lise Macron disait, pour les types codes et les classes codes, vous les aurez sur la présentation qu'on vous enverra par mail. Je profite de monter sur scène une seconde juste pour apporter un petit vernis. Donc, bonjour Sébastien Grandperrin, chef de projet SIS au grade PACA. Et c'est moi qui vais intervenir lors du prochain webinaire sur la partie DMP. C'est sur la question effectivement de Madame Segui ou Segui, je ne sais pas si je prononce bien, sur effectivement la possibilité d'envoyer plus de documents au DMP. Alors concrètement, rien ne vous empêche de le faire. C'est juste qu'effectivement, ils ne seront pas comptabilisés dans le cadre de Open2, bien évidemment, puisqu'il n'y a que certains types de documents qui vont être comptabilisés pour l'atteinte des cibles, en tout cas pour la partie DMP. Mais rien ne vous empêche à date, et au contraire, c'est même encouragé d'envoyer le maximum de documents et de types de documents que vous pouvez envoyer au DMP de vos patients dans le cadre de leur prise en charge. C'est même fortement conseillé. Vous avez un document d'ailleurs qui est la matrice d'habilitation DMP, qui liste en fait l'ensemble des types de documents définitifs que vous pouvez dès aujourd'hui envoyer au DMP. Voilà. Donc, effectivement, par contre, je vous l'accorde, ça ne sera pas comptabilisé dans le cadre de Open, mais effectivement, c'est tout à fait aujourd'hui possible. Je vais vous remettre le lien. Je crois si je retrouve la matrice d'habilitation, je crois qu'on doit l'avoir quelque part. Elle l'a mis. Ça y est, Lise vient de la rajouter. Oh, tout le monde s'y met. Vous avez été beaucoup plus rapide que moi, je vous en félicite. Alors, pour la phase de financement, savoir si le financement a été réalisé, tous ceux qui ont touché de la HAC fin d'année 2024, ça a été, la HAC, elle est déléguée directement aux établissements. Donc, pour ces établissements-là, normalement, ils l'ont touché. Pour le FMIS, c'est comme pour Sun, il faut aller le chercher à la caisse des dépôts. Et pour aller le chercher, il faut la convention. Donc là, on se retrouve sur le nœud gordien. On va attendre que tous les documents, que les instructions soient effectivement parues ainsi que la circulaire FMIS de manière, voilà. Et n'hésitez pas, parce que à revenir vers moi, de manière plus précise, j'ai une liste de ceux qui ont été financés en HAC ou en FMIS. Donc, Madame Messaoud, je vous invite à m'envoyer un mail. Je vous donnerai plus précisément si vous avez a priori été financé en décembre ou si ça sera à venir. Oui, en mail, très bien. Les mails, ils étaient notés sur la présentation. De toute façon, alors, on va aller après, on a les ressources utiles à la fin, là, après les questions. Alors là, on avait les mails là, de Dominique Ordelalé et Stéphanie Boschetti. Et dans les ressources utiles, alors questionnaire, on vous rappelle, vous aurez on a remis la diapo là, avec les liens d'inscription pour les prochains webinaires Open. Et les liens utiles, ils sont là, voilà. Voilà, donc effectivement, sur le site Open2, sur la droite, vous avez les documents. Le guide des indicateurs Open2 février 2025, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Et après, on a les matrices, effectivement. Alors, je crois que sur le site, ils leur ont donné un autre nom, finalement, mais voilà. C'est justificatif des taux, je crois. Je ne sais plus trop comment ils l'ont écrit. Voilà. Et donc, pour chacun, les liens pour accéder à ces sites et à ces ressources documentaires. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Je vois que ça a l'air de... Monsieur No. Non. Ok. Bon, bah, écoutez, on va peut-être à ce moment-là, effectivement, s'arrêter là. De toute façon, si jamais d'aventure vous aviez des questions, vous avez toutes nos coordonnées. Bon, tout ce qui est, comme on vous a dit, hein, pour tout ce qui est l'INS, vous n'hésitez pas, vous allez au niveau du GRIV avec tous les webinaires et qui vont avec particulièrement sur les focus voilà, du P1 au 1. Et sinon, effectivement, vous n'hésitez pas à revenir vers nous, Stéphanie Boschetti ou moi-même pour à l'ARS pour les autres questions sur le... Ah, nous avons différents documents pour les sorties des patients, à savoir un document courrier de sortie, un document CRH en fonction des médecins. Alors, oui, en fait, vous avez des médecins qui tiennent absolument à ce qui est écrit CRH sur leur document. Alors, sauf à vous servir de l'IFEN et de donner des exceptions en disant que même si c'est un CRH, l'IFEN va dire que c'est une lettre de liaison. Mais il faut à ce moment-là bien s'assurer que dans votre CRH, vous avez toutes les données attendues d'une lettre de liaison. C'est-à-dire, bon, bah, effectivement, les traitements d'entrée, de sortie, la suite à donner, les conclusions, etc. Enfin, il y a quelques éléments clés qui sont attendus dans une lettre de liaison. Dès lors que votre CRH a toutes les données attendues d'une lettre de liaison, vous pouvez tout à fait le typer pour le DMP en tant que LDL, mais qui soit écrit comme titre CRH. On a des médecins qui, on sent bien, ils tiennent absolument à ce que ça soit un CRH. C'est pas un problème parce que bien souvent, les contenus sont relativement identiques, même si la lettre de liaison est censée être un petit peu plus synthétique. Et par contre, si ça reste typé CRH, ça ne sera pas du tout comptabilisé. Hein. Voilà. Donc, mais vous pouvez, voilà, le typage, c'est le tuyau de sortie. Par contre, si vous utilisez, enfin, l'IFEN ou Innovacom, je sais que l'IFEN, il y avait beaucoup d'établissements qui étaient embêtés à cause de ça, parce qu'en fait, l'IFEN lit le premier titre du premier document qui est, voilà, et c'est ça qui va typer le document. C'est-à-dire que s'il y a marqué compte rendu d'hospitalisation, l'IFEN risque de le typer CRH. Donc, il faut voir avec eux, si c'est votre cas, hein, bien sûr, pour faire typer, malgré tout, mettre une exception en disant, même s'il y a écrit CRH, vous dites que c'est quand même une lettre de liaison. Voilà. Et ça devrait bien fonctionner. Voilà. Bon, après, on vous en reparlera, mais bien... je ne sais pas si vous avez un accès à SIDMP, mais si c'est pas le cas, ça vous donne ça serait bien on vous en parlera en mars, mais ou sinon, écrivez tout de suite à Monsieur Grandperrin si vous n'avez pas de SIDMP pour que ça vous permette de bien vérifier ce qui part au DMP et de voir si tous vos documents, tout ce que vous envoyez, vous êtes bien raccord.
Moi, j'ai un établissement qui s'est fait, enfin, avoir, si je puis dire. Ils étaient repassés sur tous leurs documents, et en fait, sauf, il y avait 2 médecins et dont ils s'étaient pas méfiés. Les documents étaient restés typés CRH et ça les a mis dedans sur les cibles. Donc, bien attentif à ça. Je vous remets les infos là dans le chat, parce que c'est l'assurance maladie qui gère en fait le SIDMP et qui crée les accès. Et donc, je vous ai mis l'adresse à laquelle écrire avec les informations à ajouter, si j'arrive à les mettre. Tac. Alors, une petite seconde, je fais de la cosmétique. Et ça devrait être bon. Alors, vous écrivez à l'adresse pilotage@ségur-numérique-paca.fr et vous spécifiez les éléments que je vous ai ajoutés ici dans le chat. Si vous n'avez pas déjà accès, bien évidemment, à SIDMP, Voilà. parce que c'est peut-être déjà le cas, hein, vous avez peut-être déjà accès. Mais ça vous permet de vérifier que, effectivement, d'un côté et de l'autre du tuyau, il y a le même nombre de documents. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on en arrête là, sauf si effectivement il y a d'autres questions. Voilà, merci. Voilà. On vous donne, bah écoutez, n'hésitez pas à revenir vers vous et on vous donne une bonne fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir.